Bonjour. Vous. Les crossovers, ça fait toujours plaisir. Les crossovers, on adore ça. Et des jeux entiers sont dédiés aux crossovers à la manière d'un Super Smash Bros, des Street Fighter versus machin truc, ou encore des PlayStation All-Star Battle Royale. Parce qu'on a trop souvent à oublier PlayStation All-Star Battle Royale. Et à juste titre, parce qu'il est pas fou, et que la méta, elle est complètement pétée à cause de Kratos. Bref, personnellement j'adore ce genre de concept. Voir se rencontrer des personnages de mes licences de jeux vidéo préférées me rappelle mes après-midi d'adolescent tendrement occupé à regarder les épisodes de Walker Texas Ranger avec le flic de Shanghai. Cela dit, des fois sans crier gare, un personnage qui n'a absolument rien à voir avec le jeu dans lequel il est, eh bien il débarque. Et ça fait soit un petit peu bizarre, soit colle de ouf en fait avec ce qu'on nous montre. Un petit peu comme Thanos ou Captain America dans Fortnite pendant les événements dédiés à Infinity War et l'Independence Day. Croyez-le ou non, mais Fortnite n'est absolument pas canon dans le MCU. Et oui, j'ai parlé de Thanos directement en intro, pour une bonne et simple raison, c'est que j'avais envie de l'évacuer. Pourquoi ? Parce que ok, c'est intéressant d'en parler et peut-être qu'on en parlera un jour, je dis pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo, mais il est plus jouable ce fameux Thanos dans Fortnite actuellement, et nous ce qu'on veut c'est jouer à des jeux, parler de personnages et parler de trucs qui sont encore jouables aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Mage, c'est pas compliqué de lancer une vidéo, s'il te plaît. Ah merde, pardon. Vous connaissez tous Tekken, une licence de jeux vidéo de combat appartenant à Namco Bandai. Il est un des premiers jeux à proposer des combats en 3 dimensions, un petit peu après Virtua Fighter évidemment. Une licence coutumière de quelques crossovers, et laissez-moi vous dire qu'on commence mine de rien sur les chapeaux de roue en termes d'apparitions étranges, puisque pas la peine de remonter bien loin, il y a Negan dans Tekken 7. Oui, le Negan de Walking Dead. Pissing our pants yet? Alors ok, on retrouve aussi Noctis de Final Fantasy XV ou Akuma de Street Fighter, dont le modèle et les mouvements sont hérités pour la petite anecdote du projet du jeu vidéo Tekken Cross Street Fighter, qui aurait dû être la symétrie de Street Fighter Cross Tekken, mais Negan c'est quand même celui qui sort franchement du lot. Un move pool calqué comme on peut sur ses apparitions dans la série, accompagné de sa célèbre batte Lucille, le tout avec la vraie voix de l'acteur Jeffrey Dean Morgan. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il est là ? Parce que Katsuhiro Hanada et Michael Moret, à savoir producteur et game designer sur la série, eh bien, ils aiment beaucoup Walking Dead. Faut genre pas chercher plus loin. Du coup, si demain je dis une icône sur Master Chief, on l'a fait ? Non, Mage. Mais pourtant, j'aime bien Halo, moi. Namco Bandai n'était cependant pas à son premier coup d'essai en matière de guest un petit peu bizarre dans les jeux de Tekken, puisque le premier guest à apparaître dans les Tekken était déjà lui-même assez chelou. En 1998 est apparu un personnage tiré d'une bande dessinée, d'un manga. Alors celui-là c'est un petit peu obscur parce que Gon, le dinosaure, n'est pas très connu par chez nous et est tiré d'un manga humoristique qui porte son nom. Un manga muet qui met en scène un petit T-Rex qui a survécu à l'extinction des dinosaures pour vivre aujourd'hui 1 millier d'aventures sur Terre. Un manga au dessin absolument magnifique, muet et porté sur le rire, mais que peut bien faire Gon dans Tekken 3? Genre vraiment, vous vous êtes jamais posé la question? Bon ok, je l'avoue, quand j'étais plus jeune, moi aussi je pensais que c'était un personnage original de Tekken. Premier guest de l'histoire de Tekken donc, Gon est simplement là parce que Masashi Tanaka, l'auteur de Gon, aimait beaucoup Tekken, Il a été voir l'équipe en charge de Tekken 3, il leur a demandé d'ajouter ce petit bonus rigolo, et ils ont accepté. C'est encore une fois aussi simple que ça. Bonjour. Bonjour. Je fête dans Halo. Allez. Merci. 6 months later. Salut, c'est encore moi, donc c'est bon? C'est prêt? Bah oui, regardez. Oh putain, merci. C'est comme ça que les gens me voient en fait. Cool. Vous vous en doutez, Gon c'est pas vraiment un personnage porté sur la baston. Et il fallait bien lui trouver des coups appropriés, des coups qui fonctionnent tout en étant rigolos. Fort heureusement, en 94 sort au Japon Gon sur Super Famicom, un jeu dans lequel Gon crache du feu, pète, lance des décharges électriques et donne des coups de boule et des coups de queue. Et comme dans Tekken 3 en fait, c'est plutôt une sacrée coïncidence. Ce qui a vraiment marqué les joueurs, c'était le soin apporté à la cinématique de fin de Gon. Quand on termine le mode histoire intitulé Loop, cette cinématique en 3D de 50 secondes est un concentré parfait des aventures de Gon en manga. Une petite merveille de comédie qui se répète inlassablement, que je vous invite évidemment à regarder et
regardez. Et on va quitter un petit peu la baston pure et dure, mais vous inquiétez pas, on va y revenir. Même si en fait on va pas vraiment la quitter non plus. Asura's Wrath, et désolé pour ma prononciation, est un beat'em all édité par Capcom et développé par CyberConnect 2. Un beat'em all qui, n'ayons pas peur des mots, lorgne davantage en réalité du côté de l'animé interactif. C'est absolument volontaire et assumé de bout en bout. C'est une aventure assez barrée à base de divinités qui se cognent des mandales cosmiques sur fond de vengeance, trahison et mythologie bouddhiste, et avec un soupçon de science-fiction. Un jeu vidéo super sympa de 2012, sorti sur PlayStation 3 et 360, que là aussi je vous recommande chaudement, parce qu'aujourd'hui ce jeu ne vaut quasiment rien et qu'il est rétrocompatible sur Xbox One. Je veux dire, à un moment donné, il vous faut quoi de plus? Si le jeu de base propose une histoire sympathique, bardée de moments épiques, c'est pourtant vers les DLC que vont se tourner nos regards. Oui, bon, soyez préparés, la plupart des personnages ici, quand c'est du récent, c'est souvent du DLC, comme ça c'est dit. Plus précisément les 2 derniers DLC de Asura's Wrath. Et qui dit jeu édité par Capcom dit forcément intégration de personnages maison. Mesdames et messieurs, je vous présente la bagarre entre Asura, le héros dieu, contre Akuma sur la lune. Oui, le Akuma de Street Fighter. Et oui, encore Akuma. On peut même faire la bagarre contre Evil Ryu dedans, c'est vous dire. Les 2 combats empruntent beaucoup au système de combat de Street Fighter 4, avec la mise en scène propre à Asura's Wrath, qui avait jusque-là fait la renommée du jeu. Akuma en défi quasi ultime d'un jeu auquel il n'est pas coutumier, parce que, parce que chez lui, personne n'est assez fort pour lui, et tout ça sur la lune. Parce que la lune, franchement, on va pas se mentir, ça rajoute une sacrée dose de classe au personnage. Je pense que ça serait quand même sacrément sympa d'en faire une icône un jour dessus. Non, moi je dis ça, je dis rien. C'est plutôt marrant parce que je m'aperçois qu'en fait, il a sacrément volé la vedette à Ryu Ken par moment. Bon, après, ça reste un DLC, donc à ce compte-là, on pourrait effectivement s'attendre à tout et n'importe quoi avec ce procédé-là. Même si je crois que sur le coup, on fera difficilement aussi bien que celui de Nier Automata. Baptisé 3C3C1D1194440927 avec les personnages franchement les plus improbables et les plus chelous que vous puissiez trouver, Yosuke Matsuda et Kenichi Sato respectivement, président de Square Enix et patron des studios Platinum Games. En duo et tous 2 parfaitement modélisés assez redoutables qui vous attaquent avec des têtes de même. Mais c'est quoi cette ref? C'est quoi? Ils font ça en vrai? Donc voilà, le montage TikTok est terminé, hein, ça a été balancé sur Iconoclast TikTok, ça fait un carton, mais maintenant il faudrait peut-être m'augmenter je pense. Retour chez Capcom, parce que décidément niveau personnages improbables, il y a du niveau chez eux, et histoire de promouvoir une licence qui jusque-là avait eu du mal, mine de rien ailleurs qu'au Japon, Monster Hunter s'est retrouvé mêlé à plein de trucs. Alors évidemment il y a les classicos costumes de la maison Capcom, et vas-y que je te mets du Ryu contre un Ratalos ou un joli costume de Megaman pour titiller la corde sensible. Plus surprenant cela dit, les costumes de Big Boss et de The Boss dans Monster Hunter Portable Third, au Japon, une collaboration liée de bonnes relations qu'entretenait à l'époque le studio chargé de Monster Hunter avec Hideo Kojima. On pourrait aussi parler de la promotion d'Horizon Zero Dawn, le jeu de base et son extension Frozen Wild, via des petits défis qui vous offrent là encore du cosmétique lié au jeu. Mais est-ce que j'oserais vous rappeler qu'on a eu le droit à l'intégration d'un personnage ô combien charismatique et qui sort absolument de nulle part? Master Chief? Non! Il va vraiment falloir que tu te fasses soigner. Merde. Geralt de Motherfucking Rivia, non, enfin, Geralt de Rive, dans Monster Hunter World. Et pas juste un costume, c'est tout un arc narratif réservé à Geralt qui débarque dans le monde des Hunters, après une erreur de calcul d'un portail de transport magique. Ah bah, si CD Projekt voulait nous faire comprendre que c'est tout à fait possible que Ciri débarque dans Cyberpunk 2077, moi j'y crois. L'entièreté du gameplay de Monster Hunter s'en retrouve même changée, pour tenter de s'approcher de ce que fait The Witcher 3. On a des enquêtes, des signes pour faire un petit peu de magie, et même les chaînes à abattre, parce qu'il se trouve que Geralt n'était pas le seul à être tombé de manière impromptue dans le monde des chasseurs de monstres. Inattendu et pourtant sacrément respectueux du matériau de base. C'est pas juste un petit coucou, et je crois c'est vraiment ça qui choque le plus. Ça et la difficulté du Leshen, parce que bordel que ce monstre est dur. Maintenant, je vais vous dire Mario, et là tout de suite, vous vous dites... Oh, du kart, du foot, du tennis et un peu de bagarre et quelques autres trucs. Oui, et c'est pas mal du tout, entre autres. Cela dit, si je te dis Mario fait du basket et du snowboard, là tout de suite c'est un peu plus bizarre, non? Ah, pas du tout. Je la refais. Mario basket, Mario snowboard, mais développé par EA. Ah ah! Vous prenez les très classiques NBA Streets et SSX On Tour. Jusque-là, rien de bien méchant.
2 jeux super sympas, voire même sacrément tip-top, dont le premier surfait sur une mode bien particulière qui a donné foot de rue. Je sais ça n'a rien à voir, mais je voulais caler foot de rue. Et qui, j'en suis sûr, rappelle à de nombreuses personnes de bons moments entre copains sur PS2, Xbox ou GameCube. Enfin surtout PlayStation 2 du coup, parce que la console c'est quand même beaucoup mieux vendue. Et que, ok, bon bah j'étais peut-être le seul couillon du village à avoir acheté une GameCube. Sur GameCube, on avait, cela dit, une sacrée surprise de taille. Il y avait Mario, Luigi et Peach dedans, et pas une intégration façon easter egg / caméo du père de Fox McCloud, James McCloud, dans F-Zero GX en forme humaine. Non, non, on a dans NBA Streets et dans SSX On Tour les modèles 3D originaux des personnages de Nintendo. Je répète, les modèles 3D originaux. C'est-à-dire que sur un match de basket assez standard ou une piste de snow des plus basiques et réalistes, vous pouviez jouer Mario et ses proportions tout à fait respectées, Mario qui dunk, Mario qui dribble, Peach qui fait des figures sur son snow préféré, bref. C'est bizarre, à aucun moment on peut se dire que c'est des gars déguisés façon mascotte, non, ce sont vraiment Mario, Peach et Luigi. Ah bah c'était New Donk City avant l'heure, comprenez. Mais je crois que le pire dans l'histoire c'est de se dire qu'à un moment donné, Nintendo a eu des relations avec EA. Personnellement, j'aimais bien quand on prenait des personnages de licence maison à des boîtes de jeux pour les mettre dans des AAA d'éditeurs tiers. Parce qu'au fond, même si tu te sens sacrément seul sur ta GameCube, tu te dis au moins que t'as ton Mario partout, contrairement à tes potes sur leur PS2. Et s'il y a une série de jeux qui a joué à fond les ballons la carte des personnages exclusifs et parfois étrangement choisis, c'est bien Soul Calibur. Parce qu'il y avait Link dans Soul Calibur 2 sur GameCube. Link. Et ça passait genre mais méga bien, avec tout son set d'armes, son arc, son boomerang, et même des bombes. Les joueurs PlayStation, eux, ils avaient quant à eux ce bon vieux Heihachi de Tekken. Parce que bon, oserais-je vous rappeler qu'à une époque, Tekken c'était une exclusivité PlayStation. Ah, faut le savoir, hein. Et sur Xbox, on avait évidemment le très connu... Master Chief. Eh non, Spawn. On avait Spawn. Parce qu'allez savoir pourquoi. La marque Xbox était peut-être connotée états-unienne. États-Unis égale comics, égale pas Superman ni Spider-Man parce que c'est trop cher, alors on a tapé dans quelque chose qui était un peu moins connu, mais quand même suffisamment. Bon, la réalité elle est quand même sacrément moins idiote que mon raisonnement à la con. En fait, Spawn a été intégré effectivement dans une optique de singulariser la version Xbox et le choix de Spawn, plus qu'un autre n'est pas anodin en fait. Namco et Todd McFarlane, le créateur de Spawn, avaient un accord sur la production de figurines en résine sur le thème de Soul Calibur. C'est pourquoi il a fini dedans. Un accord plus simple à gérer que les deux autres personnages, Link et Heihachi, cela dit en passant, puisque c'est le seul guest restant aujourd'hui et encore disponible dans les portages HD de Soul Calibur 2 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Et à partir de là, Namco et plus tard Bandai Namco, c'est un petit peu la foire à la saucisse et vont toujours essayer d'intégrer un guest dans leur jeu. Et on en a eu des beaux spécimens, hein, comme Ezio dans Soul Calibur 5. Et pour le coup, c'est le guest qui, je pense, s'intègre le mieux au jeu. On a eu Tubi de Nier Automata dans le 6, et même encore Geralt de Rive, histoire de rappeler à tout le monde que Witcher 3, c'est un petit peu le Game of the Year depuis 2015. Cela dit, et parce que c'est le sujet, je crois qu'on aura, mais alors, jamais eu plus improbable intégration que celle de Yoda sur Xbox 360, et Dark Vader sur PlayStation 3 dans Soul Calibur 4. Je veux dire, même dans les motifs d'intégration, c'est ultra chelou les gars. Yoda, il est vert, donc on le met sur 360. Vador, il est noir, hop, on le met sur PlayStation 3 qui, avant sa cure d'amincissement, ressemblait à un barbecue du futur. Et là, tout de suite, je suis en train de percuter que... Vador sur un barbecue du futur, c'est quand même de sacré mauvais goût. Ça doit lui rappeler de sacrés mauvais souvenirs. Autant aujourd'hui les guests de la licence Soul Calibur sont à peu près cohérents avec l'univers du jeu original, même si bon, je me permets quelques réserves sur Tubi, hein, ça reste un androïde, je vous avoue que voir se battre des personnages de Star Wars qui passaient par là, bien loin de leur lointaine galaxie très lointaine, eh bien ça fait un choc sur le moment. Un choc rigolo, hein, mais un choc quand même. Et rassurez-vous, les personnages deviendront rapidement disponibles sur chacune des consoles en DLC, accompagnés du personnage de Starkiller, du pouvoir de la Force, parce qu'après tout, pourquoi pas. Moi j'aime bien ces petites histoires rigolotes. En général, on se rend compte que bien loin d'une histoire de droit et d'utilisation de licence, c'est souvent des développeurs, des créateurs qui sont avant tout amoureux de telle ou telle autre licence de jeux vidéo et qui,
pour le fun, s'amusent et font tout pour les intégrer dans ce qu'ils font. Alors des fois, ça peut se faire au détriment de la cohérence du monde dans lequel le ou les personnages de base évoluent. Mais au fond, pour ne serait-ce que décrocher un ou deux sourires amusés, je pense que ça vaut la peine de se prendre la tête. Et je sais qu'il manque plein de persos, de Final Fantasy XIV, en passant par évidemment Segata Senshiro ou encore Dante dans Shin Megami Tensei 3. Oui, il en manque. Et oui, on en reparlera un jour. On en reparlera et possiblement avec vos propositions à vous, puisque je vous invite à me dire quel pourrait être le guest un petit peu bizarre qui vous a vraiment marqué dans votre expérience personnelle, en plus de ceux qui me restent à parler. Avant de se quitter, prenez des douches et faites des bains de bouche. C'était Iko. Ciao!